Mademoiselle Chanel a fini sa vie dans la légende. Une légende qu'elle avait tissée elle-même au fur et à mesure des longs monologues qu'elle accordait à ses visiteurs et à ses proches. Un peu comme une actrice devant un public, elle jouait son histoire. Et cette histoire devenait vivante, authentique, vraisemblable parce que Chanel y mettait sa passion, ses amours, ses désirs, ses peines et la sensibilité du monde qu'elle sentait frémir à travers elle. Tout était contenu dans son personnage qui restait toujours sur scène comme c'est le sort de tous les personnages. Mademoiselle Chanel a fini par vivre comme une actrice qui ne revient jamais en coulisses. Nous sommes au début des années 80, celle du siècle dernier. Albert décide de s'installer à Courpierre, une petite ville de l'Ardèche. Il se lie d'amitié avec un certain Marin de Vol. Marin a 23 ans, Albert 25. Marin est installé dans la vie. Son père, en mourant, lui a laissé son atelier de menuiserie et le soin de veiller sur sa fille, Jeanne, qui a 19 ans. Avec Albert, Marin a trouvé un ami, et Jeanne, un personnage de roman qui sait parler aux femmes. C'est vrai. Albert séduit comme un coq de village, et Jeanne se laisse troubler un soir d'hiver. Au fil des mois, la taille de Jeanne trouble à son tour la conscience d'Albert. Il préfère filer, mais il laisse des traces. De village en village, on renseigne Marin qui le poursuit pour sauver l'honneur de sa sœur. Albert est rattrapé à Saumur dans une auberge. C'est là que Jeanne accouche d'une petite fille, Julia. Albert refuse d'épouser Jeanne, mais il accepte de l'emmener avec lui. 3 mois après la naissance de Julia, Jeanne se retrouve enceinte. Elle accouchera le 19 août 1883 à l'hospice d'une autre fille, Gabrielle. Albert ne sera pas là, mais il a accepté dès la naissance de Julia de donner son nom à ses enfants. Gabrielle s'appellera donc Gabrielle Chanel, Coco Chanel, lorsqu'elle se forgera sa légende. J'étais très ami avec Coco. Elle me parlait de toutes ses affaires, de toutes ses aventures, de son début. Et j'ai vu, elle me parlait de sa jeunesse, de son adolescence avec une grande sincérité. Et puis tout à coup, quand elle est morte, j'ai découvert par des points de repère qu'on a comme ça que ce qu'elle m'avait raconté avec la plus grande sincérité n'était pas tout à fait vrai. Marcel Edrich, écrivain et journaliste. J'ai vu comme ça que Mademoiselle Chanel s'était fait des souvenirs d'enfance avec des détails de romans feuilletons ou avec des souvenirs empruntés à ses amis. Elle me disait par exemple, mon père était marchand de vin à Béziers. Alors, quand on achetait le vin sur pied pour 2 sous et qu'on le revendait 3 sous le litre, c'était la fortune, la bombance. Mais quand on l'achetait 3 sous et que ça se vendait 1 sou, c'était la ruine, c'était l'horreur. Et elle ajoutait, mon père, mes parents se sont ruinés la même année que les parents de Pierre Reverdy, le poète. Alors, une fois que j'ai trouvé la clé du personnage, j'ai compris que c'était pas le souvenir d'elle. Ses parents étaient marchands forains, ils n'ont jamais mis les pieds à Béziers. C'est quand même fascinant, non, comme personnage? Oui, Albert Chanel est forain. Il court les foires comme marchand ambulant. Jeanne le suit parfois. Elle a renoncé à devenir couturière comme l'était sa mère. En 1884, Albert épouse Jeanne. Leur union va durer jusqu'au 16 février 1895, date de la mort de Jeanne. À 33 ans, la mère de Gabrielle est morte d'épuisement, de maladie pulmonaire, d'amour pour Albert qu'elle s'est acharnée à vouloir suivre pendant trop d'hiver. Gabrielle a 12 ans, son père, enfin veuf, enfin libre, l'emmène avec sa sœur Julia à l'orphelinat. Elle a été trahie très jeune par la société représentée par son père. Marcel Edrich. Elle m'a raconté, et c'était très émouvant, que lorsqu'elle est devenue orpheline, son père l'a confiée à 2 tantes qui n'ont jamais existé, je ne rentre pas dans les détails, mais elle m'a raconté une scène, son père venant la voir et lui disant « Mon petit Coco, je vais m'en aller en Amérique pour faire fortune, je reviendrai riche et nous aurons une grande maison. » Et elle lui disait « Papa, ne me laisse pas. Mes 2 tantes auxquelles tu m'as confié sont très gentilles, mais elles ne m'aiment pas. Je veux rester avec toi. » Et c'est à cause de ça, vous comprenez, qu'elle a été comme une petite fille trahie par son père, ce qui est la chose la plus déchirante qui puisse arriver à une enfant. Et bien, ça s'est passé d'une manière différente, mais l'abandon était quand même celui-là, vous comprenez? Et elle n'a jamais passé... Donc, à partir de ce moment, cette petite fille
se trouvant seule dans la vie, pas chez deux tantes, mais dans un orphelinat, parce qu'on l'avait casée dans un orphelinat, où elle était parmi les pensionnaires de second ordre, parce qu'elle ne payait, personne ne payait pour elle, alors elle ne mangeait pas comme les autres, etc. Elle était recueillie par charité. Eh bien, cette petite fille abandonnée n'a jamais supporté l'humiliation de cet abandon. Et par conséquent, elle a découvert que pour se protéger contre les abandons, pour être sûre d'elle-même, il lui fallait réussir et avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a fait passer la force et la puissance avant l'amour. Et elle a payé ça du prix énorme de sa solitude à la fin de sa vie. Elle a souffert de sa solitude. Hervé Mille, ami de Coco Chanel. Mais cette solitude, elle l'a voulu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, ayant tout eu, des amours nombreuses et célèbres, une fortune immense, une réputation sans égale. C'est la seule femme, enfin dans une époque récente, peut-être avec Eleanor Roosevelt, dont la mort a été annoncée dans tous les pays du monde en première page, y compris dans les presses russes et la presse chinoise. Tout ça ne comptait pas pour elle. Rien de tout ça n'a pu rompre et compenser cette terrible solitude de la fin de sa vie. Entre cette petite fille de 12 ans, abandonnée à l'orphelinat, et cette femme seule adulée comme une reine, 76 ans vont s'écouler. Des années qui vont tisser un personnage bâti comme un des piliers du XXe siècle dans un matériau pourtant éphémère et frivole, la mode. Les parents de Gabrielle Chanel avaient eu 5 enfants. 3 filles, Julia, Gabrielle et Antoinette, et 2 garçons, Alphonse et Lucien. Les 2 garçons, âgés de 10 et 6 ans à la mort de leur mère, étaient devenus ce qu'on appelait à l'époque des enfants des hospices. Les hospices plaçaient les enfants abandonnés dans les familles jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'apprentissage. Bien souvent, cela revenait à fournir une main-d'œuvre quasiment gratuite aux familles qui les recueillaient. Ils accomplissaient les besognes les plus dures, couchés dans la paille des étables, et étaient nourris avec institutions religieuses. La discipline était dure, mais au moins on ne les laissait pas illettrés. Et quand elles avaient 18 ans, les religieuses se faisaient un devoir de leur trouver un emploi ou un mari. En 1900, on retrouve Gabrielle Chanel dans l'une de ces institutions religieuses, à Moulins. Elle a 17 ans. L'institution est tenue par des chanoinesses. Elle comprend un collège de bonne réputation où les jeunes filles de la bourgeoisie viennent s'instruire et un internat où l'on éduque les orphelines. Le régime dans l'un ou l'autre camp n'est pas le même, évidemment. Gabrielle en souffre et en gardera toute sa vie l'image d'un monde divisé en deux. Un jour, je lui dis, vous savez, je sais pas, elle m'avait invité à dîner. Je lui dis non, je peux pas parce que j'ai une Sainte-Catherine. Pierre Berger, directeur de la maison Yves Saint-Laurent. Comment vous allez à des choses pareilles, vous? Je dis, comment, mais vous ne faites pas votre Sainte-Catherine? Moi, jamais. Il n'en est même pas question. Jamais. Je n'ai jamais bu un verre avec une ouvrière. C'était pas de la prétention. Il faut bien comprendre cela. C'était que les choses devaient être à leur place et que c'était l'ordre des choses, son ordre à elle, et qu'elle n'aimait pas le désordre. Parallèlement à ça, cette femme monarque, totalement hautaine, distante, lointaine, a fait la mode la plus contemporaine, la plus proche et la plus accessible. Peut-être que M. Balenciaga, je ne sais pas, sablait le champagne dans des ateliers, mais il a fait la mode la plus éloignée qui soit, une mode de caste, une mode de gens riches, une mode de privilégiés, alors que Mademoiselle Chanel a fait la mode de tout le monde, et celle d'aujourd'hui, sur laquelle nous vivons encore. Alors elle estimait, peut-être à juste titre, que c'était ça son destin humain.
Son destin, Gabrielle Chanel le rencontre à Moulins. Elle passe ses vacances chez l'une de ses tantes, tante Julia. Celle-ci a des doigts de fée et un goût raffiné. Les étoffes qu'elle achète au marché, elle improvise des robes merveilleuses. Ses chapeaux ont de l'imagination, du charme, du bon goût. Tante Julia sait faire fleurir entre ses mains un vulgaire mouchoir avec une broderie délicate ou marquer un drap de lin en dessinant un chiffre royal. Tout ce qui était vulgaire, ou dans un mot, ou dans une expression, ou dans un objet, ou naturellement dans la couture, on la voyait se hérisser exactement, comme un chat à rebrousse-poil. Hervé Mille, ami de Gabrielle Chanel. Elle avait une distinction profonde et innée. Elle disait, il y a des choses qu'on peut définir que par leur contraire. Un jour, on lui disait, qu'est-ce que c'est que le luxe? Si je débarque dans une auberge de village où je trouve dans mon lit de superbes vieux draps de lin qui ont servi et resservi, c'est le comble du luxe. Et cependant, c'est la simplicité. Si je débarque chez un curé de village dont la vieille servante m'a fait un sauté de lapin, eh bien, c'est la pauvreté, mais c'est du luxe. Il n'y a qu'une chose qui soit le contraire du luxe, c'est la vulgarité. « 1903. Gabrielle Chanel a 21 ans. Elle est employée avec sa tante Adrienne, qui a le même âge qu'elle, dans une maison de confection pour dames. De temps en temps, un tailleur prend les deux jeunes filles pour l'aider au moment de la saison des courses. Les officiers qui montent en concours viennent s'habiller chez lui. Et ces militaires remarquent les deux jeunes filles qui cousent dans l'arrière-boutique. Il les invite à prendre un sorbet, il les emmène au grand café. Gabrielle et Adrienne découvrent l'autre monde. Le soleil luit, la ville paraît endormie, plus aucun bruit. Où donc sont les belles que l'amour appelle, et dans tout Grenade, pas de sérénade. Le jour s'enfuit, voici la nuit, on chante, on rit. Les signoras, señoritas, tout vous sourit, et leurs yeux qui brillent derrière la mentire donnent rendez-vous à l'amant jaloux. Les jolis soirs dans les jardins de l'Alhambra, les soirs très lourds dans le parfum des mimosas, les soirs joyeux où l'on est des soirs d'amour, où l'on jure d'aimer toujours, toujours. En 1905, on retrouve Gabrielle sur scène. Elle fait partie des poseuses de Beuglan. Un Beuglan, c'est une sorte de music hall où se produisent des chanteurs. Ceux-ci sont entourés sur scène par une dizaine de figurantes, assises comme des jeunes filles, et qui sont là pour donner un bon genre de salon mondain à l'établissement. Entre les numéros des vedettes, chacune à leur tour, les jeunes filles se lèvent pour chanter le refrain d'une chanson. Gabrielle chante « Qui a vu Coco » dans le Trocadéro. Chaque soir, c'est un triomphe, et les beaux militaires la rappellent en lui criant « Coco, Coco !» Pour toute la garnison, Gabrielle est devenue Coco. Et Coco Chanel espère devenir une grande chanteuse lorsqu'elle fait la connaissance d'Étienne Balzan. Étienne Balzan était un cavalier, un Français d'une très grande famille bourgeoise, très riche. Marcel Edrich. C'était un garçon très brillant qui faisait son service militaire chez les chasseurs à cheval à Moulins. Il y a eu, à cette époque, où il y avait toujours des guerres et des choses absurdes, des régiments qui étaient des régiments très bien, où il fallait faire son service quand on était un homme du monde. Eh bien, le régiment de cavalerie de Moulins, je ne connais pas son numéro, était l'un de ces régiments. Et là, défilaient des tas de jeunes gens de très bonne famille. Et Balzan est arrivé à Moulins et a connu Coco Chanel à Moulins.
Il l'a ramené à Paris. Mais quand il l'a ramené chez lui à Paris, c'était Étienne Balzan. C'était un éleveur de chevaux, c'était un garçon très brillant. Il avait chez lui, il avait un château à Royal-Lieu, près de Compiègne. Et dans ce château, il y avait une dame, c'était pas Madame Balzan, mais c'était la dame de Monsieur Balzan, c'était une cocotte, c'était Émilienne d'Alençon. Une grande cocotte, c'était une personne qui avait des exigences, qui portait des grandes robes, des grands chapeaux, fait le balade, tout ça. Face à l'éclat outrageux des grandes cocottes de l'époque, qui font de la parure l'essentiel de leur charme, Coco Chanel oppose une vraie personnalité. Étienne Balzan a la passion des chevaux. Gabrielle en fait son instructeur. Elle apprend à monter à cheval, à mener les pur sang à l'entraînement le matin à 5 heures, à parler métier avec les professionnels de l'élevage. On la verra même disputer des concours hippiques. Gabrielle vit réellement. Elle déteste passer son temps devant un miroir. Elle refuse son rôle de femme entretenue, sa situation de cocotte. Bientôt, Étienne Balzan et ses amis lui accordent les privilèges d'une dame. Vous savez, Chanel, c'est beaucoup plus une leçon de vie qu'une leçon de couture. Hein. Lilou Marcan-Gramba, qui a travaillé pendant 15 ans avec Coco Chanel. Vous savez, un jour, il y a très longtemps, ma mère faisait des copies Chanel. Et quelqu'un comme ça dans la conversation, pas méchamment, c'est Hélène Lazareff d'ailleurs, avait dit, vous savez que la mère de Lilou fait des copies de vos vêtements. Et nous étions à table, alors elle me regarde, elle me dit, mais tu m'as jamais dit que ta mère faisait des copies? Je dis, mais oui, en effet, elle fait d'ailleurs de très jolies copies. Elle m'a dit, ah non, écoute, ça c'est pas possible, elle peut pas faire des copies Chanel sans m'avoir vu travailler. Alors, Chanel, qui supportait pas qu'on la regarde travailler, moi j'étais derrière elle, à chaque collection, elle lui passait des épingles, j'étais folle de joie de pouvoir passer des épingles aux Chanel. Tout d'un coup, elle me regarde, elle me dit, écoute, tu vas demain dire à ta mère de venir me regarder travailler, parce que je veux bien qu'on fasse des copies Chanel, mais il faut les faire bien. Gabrielle Chanel se lasse de vivre au château de Royal-Lieu. Les chevaux la passionnent, mais ils ne lui apportent aucune indépendance. Elle voudrait travailler. Étienne Balzan traduit son désir dans le langage de l'époque. Il lui propose un passe-temps. « Tu pourrais faire des chapeaux pour tes amis, lui dit-il. Toutes les femmes adorent les chapeaux de Gabrielle. Elle lui demande souvent de les prêter ou elles viennent les essayer dans sa chambre. Coco est contente de cette idée. Elle s'installe à Paris. Étienne lui offre de s'établir au rez-de-chaussée de sa garçonnière. Et très vite, les chapeaux de Coco Chanel ont du succès. Il faut du personnel. Coco engage Lucienne Rabaté. Elle deviendra par la suite la plus grande modiste de Paris à l'époque des années folles. Gabrielle fait aussi venir sa sœur Antoinette qui cherche désespérément un emploi à Vichy. La première maison Chanel est créée. Il faut bientôt chercher une nouvelle adresse, un endroit connu et respecté du tout Paris. Le rez-de-chaussée d'Étienne Balzan n'est pas une adresse de maison sérieuse et de toute façon, c'est devenu trop petit. Alors, Gabrielle cherche à emprunter de l'argent pour s'installer sérieusement. Sa vie de Coco Chanel a commencé quand elle a été Coco Chanel. Marcel Edrich. Quand elle a commencé, elle a eu un départ foudroyant. Une fois qu'elle s'est installée dans la mode, qu'elle a fait des chapeaux, qu'elle a fait des robes, ça a été un succès formidable et immédiat. À ce moment-là, c'est les années d'avant l'autre grande guerre, eh bien c'était vers 1912, elle avait déjà presque 30 ans. Mais pour elle, dans sa tête, le début de son succès, c'était le début de sa vie. C'était une jeune fille. Elle me disait, la maison Chanel, à quoi je tiens par-dessus tout. Elle me disait, cette maison, je l'ai faite seule et sans argent. On m'avait ouvert un crédit. Mais, ajoutait-elle, je ne pouvais pas signer de chèque parce que j'étais une petite fille. Elle voulait dire qu'elle n'était pas majeure. Or, je répète, elle avait 30 ans. Donc, elle commençait sa vie à 30 ans avec le succès qu'elle a eu. Et Gabrielle commence à construire la légende qui va faire d'elle la grande demoiselle. Elle se rajeunit d'une dizaine d'années et romance le début de sa vie. Elle disait, les gens qui ont une légende deviennent cette légende. Marcel Edrich. Autrement dit, quand ils sont autre chose que ce qu'ils étaient au départ, eh bien, ils deviennent autre chose. Et elle me disait de la même façon, si je racontais ma vie, je la commencerai à demain. Le passé n'intéresse personne. En fait, n'intéressait pas elle.
L'homme qui a fourni à Coco Chanel l'argent nécessaire à son installation est un Anglais. Un ami d'Étienne Balzan, il s'appelle Arthur Capel. Tout le monde le connaît sous le nom de Boy Capel. Boy Capel, bien qu'admis dans la meilleure société anglaise, est considéré à Paris comme un homme du monde à des origines ténébreuses. Il ne parle jamais de sa mère, on dit que son père serait l'un des banquiers Pereire. Fils naturel, une moitié de sang juif, Boy Capel n'aurait jamais franchi la porte d'un salon mondain s'il n'avait été un excellent joueur de polo, élevé chez les jésuites et un redoutable séducteur. Boy Capel et Coco Chanel se sont rencontrés au château de Royal-Lieu. Coco a senti chez cet homme le même trouble du passé qui les ronge. Boy s'est tout de suite intéressé aux idées de Coco, à sa façon de prendre la vie. Il admire sa volonté de se réaliser, il veut l'aider. Gabrielle se sent séduite. Le jour où Boy Capel est mort, Boy Capel s'est tué en 1918. Hervé Mille. D'abord, elle a eu sûrement un amour pour Boy Capel, mais cet amour, le temps passant, ce personnage a grandi à ses yeux. Elle a sûrement été beaucoup moins amoureuse qu'elle n'a pensé l'avoir été une fois que les années sont venues. L'aventure de Coco Chanel, car c'est une aventure de réussir pour une femme au début du siècle, prend l'allure d'une carrière. Gabrielle se libère peu à peu de son enfance, des hommes, des sentiments de faiblesse. Elle travaille pour vivre libre. Mais ce n'est pas l'ambition qui la pousse au-delà des performances des autres. Vit en elle une véritable force créatrice. Quand elle essayait, quand elle faisait des essayages, quand elle habillait des mannequins, ses mots, c'était toujours « bon, alors maintenant, tu marches ». Lilou Marquand-Grumbach. Tu marches, alors la fille marchait comme ça, elle arpentait le salon, elle disait « bon, fais comme si tu montais ». Vous savez, à l'époque, on montait dans des autobus, on grimpait, comme d'ailleurs maintenant encore, mais il y avait des marchepieds. Alors grimpe dans l'autobus. Alors elle grimpait dans l'autobus, il fallait, comment la fille levait les jambes comme ça, on voit un petit bout de... Les doublures étaient comme ça, c'était des couleurs très chatoyantes et tout. L'intérieur des vêtements était important parce que quand une femme remuait, elle tenait à ce qu'elle garde toute la féminité, en même temps qu'on puisse marcher, qu'on soit à l'aise. Donc les jupes jamais trop entravées, mais à peine larges. Mais quand elle marchait, qu'on voit l'intérieur des robes, des jupes. Dans les robes de mousseline, il y avait toujours un jupon, quelque chose de dentelle dessous. Enfin, elle travaillait de ses mains. Je veux dire, c'était vraiment un artisan qui n'a jamais fait de sa vie un patron. Jamais un dessin, elle ne savait pas dessiner. Elle travaillait vraiment à même le tissu. Elle prenait un tissu, elle le drapait sur le mannequin vivant, parce qu'elle ne supportait pas non plus le mannequin en bois. La raison pour laquelle, d'ailleurs, ils étaient très bien payés, parce qu'elle travaillait énormément, les mannequins, chez elle. Elle travaillait sur le mannequin vivant, à même le tissu. Le tissu, c'est elle qui le faisait fabriquer pour elle, avec les couleurs qu'elle voulait. Enfin, c'était vraiment un travail énorme. C'est quelqu'un vraiment la plus rigoureuse. Elle travaille avec une rigueur comme j'ai jamais vu. Elle ne sait rien passer. Elle défaisait un tailleur, elle le démolissait 40 fois s'il fallait. Mais vraiment 40 fois, je dis pas 40 fois comme ça, c'est vraiment 40 fois. Les premiers d'atelier pleuraient, n'en pouvaient plus. Et une robe arrivait par exemple, et je me disais, bon, cette robe ou ce tailleur, c'est pas possible, c'est une merveille, il n'y a rien à y faire, il faut plus y toucher, c'est une beauté. Alors elle faisait signe à la fille d'avancer comme ça, et puis elle prenait les ciseaux, elle commençait à démolir, à défaire, en disant non, ça va pas, il faut refaire ça. Et puis après, une fois que la fille était complètement reconstruite et tout, le vêtement, elle lui disait, bon, va-t'en un peu, éloigne-toi que je te regarde, et c'est vrai que c'était fantastique. Elle avait refait, on ne sait pas pourquoi elle refaisait, pourquoi est-ce qu'elle voyait que c'est là où Chanel, c'était unique, quoi. On entend encore le craquement, les ourlets défaits, les coutures défaites. Hervé Mille. C'est que sa conception relevait d'une extrême rigueur, et d'une rigueur très simple. Hattie Carnegie, qui était la grande femme de la couture américaine. Un jour, elle me dit « Ah, vous savez, moi, je dois tout à Chanel. » Elle m'a dit des choses extraordinaires. Mais je dis quoi? Elle m'a dit « Ne fais jamais un bouton sans sa boutonnière. » Eh bien, ça, c'est en effet une admirable leçon, parce que ça s'applique à tous les arts.
Première Guerre mondiale n'a pas encore renversé les valeurs du monde que Gabrielle Chanel révolutionne la mode. Elle donne à la femme un peu de sa liberté en lui inventant des vêtements qui saisissent sa féminité avec naturel. Puis elle met fin au règne du chignon en brioche. Les femmes suivent son exemple. Elles se font couper leurs cheveux. À ce moment-là, elle habitait rue Gabriel. C'était à la fin de la guerre. Hervé Mille, ami de Coco Chanel. Et elle avait un chauffe-bain à gaz qui explose. Elle est couverte de fumerons. D'abord, on appelle les pompiers parce qu'il y avait un commencement d'incendie. Et une fois que le petit incendie, le feu est arrêté, elle se voit tout le barbouillé de noir, avec tous ses longs cheveux couverts de fumerons. Alors elle s'est lavé les cheveux, et puis elle a pris une paire de ciseaux, elle a coupé ses cheveux. Et c'est à cause de l'incendie de son chauffe-bain que toute seule, dans sa salle de bain, elle s'est coupé les cheveux et Boy Keppel est venu la chercher. Et elle est sortie avec Boy Keppel, les cheveux coupés. Et toutes les femmes se sont coupées les cheveux. L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu mon chéri, j'ai fait pour te plaire quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le mouvement. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt qu'elle s'était fait couper les cheveux. Comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux en disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font toutes, elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. Furieux de ce pas, je vais trouver belle maman, une dame qui se promène entre 16 et 40 ans. Ma belle-mère, en me voyant, me dit d'un air doux, regardez ce que j'ai fait pour vous. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt qu'elle s'était fait couper les cheveux. Comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font toutes, elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. Que va dire grand-mère, elle pleine de distinction? Allons la trouver, je veux voir son indignation. La bonne vieille nous dit, je vous réservais justement une bonne surprise, mes enfants. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt qu'elle s'était fait couper les cheveux. Comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux en disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font toutes, elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. En 1918, Gabrielle Chanel monte une deuxième maison à Biarritz. La côte basque est avec Deauville la station à la mode. Gabrielle y a acheté une villa. C'est là qu'elle rencontre le grand-duc Dimitri. Dimitri est un Romanov, c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille du tsar. Il a été l'un des complices de l'assassinat de Raspoutine. La révolution russe a poussé Dimitri jusqu'à Biarritz les mois d'été. Contrairement à ses cousins, Dimitri ne se saoule pas tous les soirs et ses excentricités se bornent à nourrir pour mademoiselle Chanel une passion que celle-ci partage. Elle a commencé à faire des robes noires le soir, parce que jamais une robe du soir n'était noire jusqu'à Chanel. Un soir où elle est au moment de sa liaison avec le grand-duc Dimitri, Hervé Mille. elle avait travaillé, et le soir, vers 8h30, 9h, Dimitri arrive et lui dit « Nous allons sortir ». Elle dit « Ah non, je suis trop fatigué, je ne vais pas sortir, j'ai pas habillé, etc. »
Enfin, il insiste beaucoup, elle consent à sortir, et elle met simplement une petite robe noire, avec évidemment ses superbes bijoux, et un manteau, elle avait dessus, elle ne portait pas le manteau de Vison, elle portait que de la zibeline. Et elle danse chez Syros. Et elle se voit dansant dans un miroir, il y avait beaucoup de miroirs chez Syros, et elle voit qu'on ne voyait qu'elle. Parce qu'au milieu de toutes ces femmes, en rose, en bleu ciel, enfin de toutes les couleurs claires, elle était sa petite silhouette noire, se remarquait beaucoup plus que toutes les femmes. Et c'est comme ça qu'elle a dit, tant que les femmes sont toutes habillées en couleur, il y a moyen de se faire remarquer, c'est la robe noire. Nous sommes en 1920. Coco Chanel a 37 ans. Elle est plus entreprenante que jamais. Cette année-là, elle fait une découverte importante. Elle invente un parfum. À l'époque, les parfums ont la senteur des fleurs. On se parfume à la rose, au jasmin, au gardénia, à l'héliotrope. Le parfum de Gabrielle a une senteur indéfinissable. Entre dans sa composition 80 ingrédients différents. Il est unique, il est Chanel. C'est pourquoi Gabrielle l'appelle le numéro 5 de Chanel. Elle avait un nez, comme on dit, extraordinaire. Lilou Marcan-Grumbach, qui fut la plus proche collaboratrice de Coco Chanel pendant 15 ans. Elle savait si un parfum vous convenait pas, s'il fallait en porter ou pas en porter, et pourquoi, et quel parfum. Et elle faisait son parfum elle-même. Elle le sentait, elle le mettait. Elle avait un magnifique meuble boule, et rue Cambon, là, au premier étage, dans son appartement. Et alors, dans ce meuble boule, elle mettait ses parfums. Vous savez, le meuble s'imprégnaient des parfums. Et de temps en temps, elle le sortait pour voir si l'odeur lui convenait ou pas. Les parfums Chanel vont permettre à Gabrielle de vivre librement son aventure créative. Elle ne sera jamais obligée de vendre son nom pour commercialiser des objets qui ne la concernent pas. Je crois qu'elle a fait ce que tous les couturiers ont rêvé de faire, sauf qu'ils ne pouvaient pas. Pierre Berger, directeur de la Maison Saint-Laurent. Chanel était ce qu'on appelle un grand couturier au sens haute couture, et que c'est ce qu'elle aimait, faire ses bijoux pour lesquels elle avait du génie et des choses de ce genre. Que ses parfums marchaient très bien, que, à ce que je sais, je ne suis pas dans le secret des dieux, la maison de parfums, les parfums payaient donc toute cette aventure Chanel, et qu'elle avait donc pas besoin du tout de trouver des revenus ailleurs et de vendre des articles à gauche ou à droite, sous tous les continents, pour faire tourner sa propre maison de couture. Et elle était tout à fait tranquille. Elle était simplement une couturière et elle faisait son métier. Elle considérait qu'elle était une ouvrière parmi les autres, qui travaillait beaucoup plus que les autres. Hervé Mille. Un jour, c'était 3-4 jours avant la fin de la collection, il était 3h du matin, je lui dis, écoutez Coco, allez vous coucher, d'abord moi je suis mort de fatigue, puis vous aussi, puis regardez-moi toutes ces malheureuses. Il y avait toutes ces filles superbes, tous ces mannequins, qui étaient allongées, quelques-unes même par terre, d'autres dans des fauteuils. Enfin, on les sortait absolument hors de course. Et je dis à Coco, ayez pitié de ces filles, vous voulez que j'ai pitié de ces imbéciles? Pourquoi dites-vous des imbéciles? Écoutez, réfléchissez à moi, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Elles sont là parce qu'elles sont belles et parce qu'elles sont pauvres. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand on est belle et pauvre, on est une idiote. Et ça, vous savez, ça c'est une chose d'époque. Oui. Vraiment ennuyeux de dire ça, oui. Toutes les choses amusantes qu'on peut dire sont désagréables. C'est une chose d'époque, vous comprenez? Une chose d'époque pour les femmes. Colette aurait dit la même chose. Ce sont des mots de femmes du début du siècle. Je me suis retirée à un moment donné pendant 1 an à la campagne avec mon mari et mes enfants. Lilou Marcan-Grumbach raconte l'histoire de François Mironnet, maître d'hôtel de Mademoiselle Chanel. Ce garçon, elle l'aimait beaucoup, et comme elle parlait beaucoup et qu'elle en avait conscience, comme j'étais plus là, elle déjeunait seule. Alors un jour, c'est lui qui me l'a raconté, il était debout, puis elle lui a dit, écoutez François, qu'est-ce que vous faites debout toujours à m'écouter? C'est très mauvais pour les jambes de rester debout comme ça, pour la circulation, asseyez-vous. Alors il s'est assis, puis un jour, elle lui a dit, écoutez, c'est ridicule, vous n'allez pas m'écouter parler comme ça avec des gants blancs et tout ça, c'est gênant, enlevez vos gants, c'est ridicule. Et puis 8 jours après, elle a dit, écoutez, cherchez un maître d'hôtel, à force de lui parler, elle lui a dit, pourquoi vous êtes maître d'hôtel, qu'est-ce que vous avez envie de faire et tout. Et puis lui était fasciné par les bijoux et la manière dont elle les fabriquait. Et
comme elle adorait les gens curieux, qui avaient envie de savoir et tout, elle lui a appris à faire des bijoux. Et il a fait des bijoux, il continue à faire des bijoux extraordinaires. Et, enfin, il s'est révélé vraiment un artiste. Compagnon de jeunesse de Winston Churchill, élégant, c'est-à-dire détaché, comme dirait le poète Pierre Auverdy, le duc de Westminster est l'homme le plus riche d'Angleterre. Circulent à propos de lui toutes sortes de légendes. On le dit grand amateur de jolies femmes, qu'il comble de diamants, mais qu'il bat lorsqu'elles ne lui plaisent plus. On s'amuse de ses manies fantasques. On dit par exemple qu'il force tous les matins son valet de chambre à repasser les lacets de ses chaussures. Le duc de Westminster est une véritable star du Gotha. Hugh Richard Arthur, deuxième duc de Westminster, a la passion des chevaux comme ses ancêtres. Dans la famille, on entretient de grandes lignes d'étalons des vainqueurs de derby. L'un d'entre eux, Bandor, a donné son nom au duc. Oui, dans l'intimité, personne n'appelle le duc de Westminster Hugh Richard ou Arthur, tout le monde l'appelle Bandor, du nom du pur sang. Le drame de Bandor est de vivre entre deux générations qui l'étouffent. La première, elle est représentée par son grand-père, le premier duc de Westminster, celui dont parle Coco Chanel en disant « Il faut savoir ce qu'a été son grand-père pour comprendre ce que Bandor n'est pas ». C'est vrai, le premier duc de Westminster a marqué son époque. Gagnant du derby 4 fois, ami de Gladstone et collaborateur estimé de la reine Victoria, personnalité libérale, maniant l'humour avec intelligence pour garder l'estime de ses pairs. Efficace pour défendre les intérêts des faibles devant le Parlement. Il prit parti, par exemple, pour la cause des minorités arméniennes opprimées par les Turcs. C'est lui qui a obtenu la déposition d'une loi pour que les vendeuses aient droit à une chaise dans les magasins et ne soient plus obligées d'attendre les clients debout. Bandor vit dans l'ombre de cet aïeul illustre. Il vit aussi avec la cicatrice d'un drame. Bandor a eu 3 enfants au cours de ses 2 premiers mariages. 2 filles et un fils, un héritier. Le garçon est mort à 4 ans d'une crise d'appendicite. Le duc se remariera 4 fois, mais il n'aura plus d'enfants. Gabrielle Chanel, qu'il n'épousera pas, sera son plus grand amour. Je crois qu'elle aurait accepté d'épouser Westminster si elle avait eu un enfant, si elle avait pu donner un fils à Westminster, alors elle aurait accepté d'être duchesse de Westminster. Hervé Mille. Le fameux mot, vous savez, qu'elle aurait dit, elle ne l'a jamais dit. Il y a déjà, parce qu'ils étaient mariés 3 fois déjà à Westminster, il y a déjà 3 duchesses de Westminster, il n'y a qu'une Chanel, c'est pas elle qui l'a dit. C'est un vieux diplomate, Sir Charles Mendel. Il y avait un bonheur qui lui avait échappé. Lequel? C'est le bonheur tout simple qu'elle feignait de mépriser, c'est-à-dire le mariage, les enfants. Marcel Edrich. Mais elle avait voulu avoir un enfant du duc de Westminster. Elle avait essayé, elle consultait un gynécologue, elle faisait des exercices, on m'a donné des précisions, etc. Et elle n'a pas eu d'enfant. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait déjà un certain âge. Quand elle l'a rencontré, elle avait déjà 45 ans. C'est la jeunesse, c'est entendu, mais c'est déjà plus difficile. On fait moins facilement un enfant à 45 ans qu'à 18 ans, vous comprenez? Elle n'a pas eu cet enfant. Et quand un jour, je l'ai entendu parler de l'accouchement, elle m'a parlé d'un ami qui avait eu un jeune marié, et sa femme l'avait contraint d'assister à son accouchement. Et à la suite de ce spectacle horrible, disait-elle, ce jeune marié ne voulait plus voir sa femme. Sur quoi elle s'était mise à raconter des choses horribles sur la manière dont naissent les petits chats, les petits chiens. Elle disait même les poulains. Vous savez qu'elle s'occupait beaucoup de chevaux. Et elle trouvait que c'était horrible. Mais c'est justement en exprimant cette horreur de la naissance, etc., je crois qu'elle traduisait le regret de quelque chose qui ne lui a jamais été, qu'elle n'a jamais reçu de la vie. Vous comprenez?
Lorsque Coco Chanel et le duc de Westminster se séparent vers 1930, le Chanel numéro 5 est devenu le parfum le plus vendu du monde. Et le 7 novembre 1932, Gabrielle Chanel inaugure sa première exposition de bijoux. Les bijoux, elle les dessinait elle-même. Lilou Marquand-Grambach. Elle avait des grandes plaques de pâte à modeler. Elle avait des pierres de couleurs, de toutes les couleurs, comme ça. C'était vraiment extraordinaire. C'était une drôlerie, c'était comme un jeu, parce qu'il y a des petites boîtes avec des pierres de toutes les couleurs, des pierres semi-précieuses, des fausses pierres, de tout. Et puis, elle mettait l'armature sur la pâte à modeler, elle la collait, et puis à l'intérieur, elle faisait son bijou, quoi. Elle le fabriquait complètement. Et elle travaillait les bijoux, mais même le dimanche, je veux dire. Je me souviens d'un jour, elle n'avait pas de... Elle n'avait pas les clés de l'atelier où il y avait toutes ces pierres de couleur. Alors elle était à quatre pattes sur son tapis chinois magnifique rue Cambon. Et elle m'avait demandé de chercher dans le coffre. On était allé chercher un magnifique collier que lui avait offert Westminster quand elle vivait avec lui, où il y avait des pierres de couleur, mais c'était des vraies pierres, c'était des vrais émeraudes, des vrais rubis, avec un tire-bouchon et un petit marteau. Elle dessertissait les pierres pour faire ses bijoux, parce qu'elle était passionnée, elle voulait faire le bijou tout de suite. Je dis, mademoiselle, écoutez, attendez jusqu'à demain et tout, mais tu es folle, qu'est-ce que je vais attendre demain, j'ai envie de faire mon bijou maintenant. Et elle dessertissait ses pierres pour faire son bijou. Elle me disait, de toute façon, ce collier est affreux, je ne vais jamais le porter. Regarde ça, une rivière, comme si ça me ressemblait. C'était vrai, d'ailleurs. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. 1936, le Front populaire sème la terreur parmi les clients habituels de la haute couture.
La plupart des maisons ferment. Coco Chanel a décidé de continuer à travailler envers et contre tout. Chanel était en acier, où il n'y a pas de faille. Pierre Berger. Elle avait un sens très monarchique de sa situation et de sa profession. Elle était très fière de raconter le Front populaire tel qu'elle l'avait vécu. Et il y avait des grèves dans un atelier, et personne ne voulait reprendre le travail. Et alors elle a dit, bien moi je vais y aller, mais mademoiselle, vous n'oserez pas. On dit, c'est les gens autour d'elle, mais non, vous allez, ça va être épouvantable, n'y allez pas, mais pas du tout, je vais y aller. Mais enfin, mademoiselle, vous n'y pensez pas absolument. Et d'ailleurs, apportez-moi tous mes bijoux. Mais enfin, mademoiselle, je vous dis, apportez-moi tous mes bijoux. Alors on lui a apporté tous ses bijoux, elle a mis tous ses bijoux, elle s'est parée comme une chasse, et dans un atelier en grève, elle est entrée. Il y a eu un moment de stupeur, d'étonnement, de silence, et tout le monde l'a applaudi. En 1940, Gabrielle Chanel ferme ses ateliers. Elle licencie toutes ses ouvrières. Seule la boutique Chanel reste ouverte. C'est la guerre. La guerre en Europe. La guerre entre Coco Chanel et les industriels qui lui fabriquent son parfum. La guerre après la guerre, à la Libération, lorsqu'on lui reproche d'avoir eu un Allemand pour amant. Mais la maison Chanel se relèvera avec la grande mademoiselle à sa tête. Coco Chanel a choisi le 5, son chiffre porte-bonheur pour faire son retour. Le 5 février 1954, elle présente à nouveau une collection. La presse est presque unanime à dire « c'est démodé ». Alors, elle présente sa collection aux États-Unis. Le succès est extraordinaire. 1 an après, en France, la maison Chanel retrouve sa toute-puissance rue Cambon, avec au premier étage l'appartement de mademoiselle. Une chose qui était très intéressante, c'était son installation de la rue Cambon. Hervé Mille. Qui était impressionnant parce que il y avait les choses les plus diverses. Il y avait des statues grecques. Il y avait des porcelaines de Chine. Il y avait de superbes meubles Louis XV et Régence et Louis XIV. Il y avait des paravents de Chine. Il y avait des sculptures modernes, notamment de très belles sculptures de Lifshitz. Et tout ça était admirablement cohérent parce que le commun diamétre, c'était son goût. Aucun objet chez elle n'était là parce qu'il avait une valeur en soi. Elle avait même une chose extraordinaire, c'est un aérolite qui était superbe, qui était acheminé, qui avait l'air d'une sorte d'animal furieux, qui était tombé du ciel en Chine, on ne sait pas il y a combien, quelques millénaires peut-être, monté sur un socle chinois, qui était sur sa cheminée. Elle avait un salon chinois somptueux avec une salle à manger à côté et un bureau et sa salle de bain. Et puis au bout du couloir, il y avait l'office, la cuisine. Lilou Marquand Grombach. Tous les soirs, cet immeuble se vidait de tous les ateliers, parce que tous les étages au-dessus, c'était les ateliers. Alors, tout l'immeuble se vidait des ateliers. Alors, depuis 45 ans, elle vivait au Ritz. Elle dormait. Alors, le Ritz, c'était un lit de cuivre, vous savez, comme dans les hôtels, avec 2 paravents de chaque côté du lit, et puis c'est tout. Et une pièce à côté, parce qu'elle avait quitté les appartements du premier étage, qui étaient trop somptueux, elle détestait tout ce qu'elle détestait au monde, et elle avait pris 2 chambres de chauffeur. Mécanicien, comme elle disait, on n'est pas le chauffeur, on est le mécanicien. Elle avait pris 2 chambres en haut, et elle les avait reliées entre elles, et elle habitait, Monsieur Ritz d'ailleurs habitait aussi dans les combles. Elle disait toujours, oui, je vis comme un vieil étudiant. C'est dans cette chambre que la demoiselle du Ritz s'est éteinte un dimanche de janvier 1971. Gabrielle Chanel allait fêter ses 88 ans l'été suivant. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.